Parce que sur le premier... Ah, ding dong. Voilà Julien Ouais, Pain. on dirait qu'il y a un nouvel arrivant. Ouais, vous m'entendez? Ouais, on t'entend très Bonjour. bien. Bon, nickel. C'est Jean-Baptiste Diebold qui est avec moi. Et du coup, on se tutoie ou on se vous voit? Dans le podcast, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, moi je Nous, tutoie, souvent, hein. on se Quand je connais les tutoie. gens, je Donc, tutoie, moi. ah bah très bien, moi aussi très bien. Si ça te va, Non, non, aucun problème. Ouais. eh ben, c'est parfait. Bienvenue dans Aparté. Le podcast de l'innovation média. Je pense que si on a pu démarrer aussi rapidement un projet aussi biscornu, parce que c'est le cas, on travaille avec des techniques et des process qui, je pense, sont assez inédits en télé, surtout pour le 20h. Et si on a pu le faire, c'est principalement parce que ça fait 15 ans, moi, que je bricole. J'ai jamais fait les choses de façon traditionnelle. Voilà, je crois que la force en fait de l'équipe qu'on a, c'est qu'on est capable d'aller chercher des idées ailleurs, pas seulement dans notre univers très restreint de la télé. Salut à toutes et salut à tous. Cette semaine, dans Aparté, nous continuons de raconter à chaud l'innovation dans les médias partant de coronavirus. Salut Philippe Couve. Bonjour Jean-Baptiste Diebold, bonjour tout le monde. Cette semaine encore, nous sommes en mode confinement et interview à distance. Et nous sommes en ligne avec Julien Pain, rédacteur en chef à France Info Télé. Bonjour Julien. Salut. Tout se passe bien pour ton confinement? Eh ben écoute, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, mais au niveau du boulot, ça va. En tout cas, bienvenue dans Aparté. Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Julien, depuis la création de la chaîne de télé France Info, tu diriges un service qui était baptisé Les Modules à l'origine, et désormais, depuis le début de la crise du coronavirus, on te voit, toi et ton équipe, dans le 20h de France 2, plusieurs fois par semaine. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale du 20h consacrée à l'épidémie de coronavirus. J'ai fact-checké un message audio que vous avez peut-être reçu parce qu'il a été énormément diffusé sur WhatsApp. Il s'agit d'un homme dont, attention c'est précis, la meilleure amie de la belle-mère travaille à l'Institut Pasteur. Ce serait une personne haut placée à l'Institut Pasteur et elle aurait affirmé que le coronavirus ce serait en réalité une attaque chimique. Écoutez son message. Ma belle-mère elle vient de m'appeler. Ce qui se passe dehors c'est très très grave. Ils en parlent pas à la télé pour pas foutre la panique. C'est très très grave. Là ce qu'on est en train de faire c'est une attaque chimique. Une attaque chimique c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans l'air. Voilà, tu le prends dans la gueule et c'est mort. Ok? Ce truc-là, il vient de Chine. Contrairement à tout ce que tout le monde dit, Zarma, ça vient de la chauve-souris. Non, c'est pas vrai. C'est donc une nouveauté, Julien, l'apparition aux 20h de ce format. Alors, il me semble que justement, c'est un format qui s'appelle Vrai ou Fake et qui est donc destiné à débunker des infox, comme on dit. C'est bien ça? C'est ça. En fait, on a déjà une émission sur France Info qui s'appelle Vrai ou Fake depuis 2 ans maintenant. Et donc là, avec le confinement, eh bien, on a évolué et maintenant on est même aux 20h de France 2. Est-ce que tu peux nous raconter justement à quel moment ça s'est décidé de vous faire passer voilà, de France Info, des plateformes numériques, sur ce créneau, en plus très institutionnel du 20h? Alors, moi je travaille à France Info, mais à France Info depuis le début, moi j'ai été embauché pour faire à la fois de la télé et du numérique. Donc je présente et je fais la rédaction en chef de Vrai ou Fake, par exemple, qui est une émission télé, mais les sujets qu'on fait pour Vrai ou Fake sont aussi déclinés sur les réseaux sociaux. Donc on les met en format carré, on les adapte, on les sous-titre, etc. Et ils sont mis aussi sur notre page Facebook France Info Vidéo, et puis maintenant sur notre compte Instagram. Donc moi, depuis le départ, Philippe me connaît depuis longtemps, j'ai cette espèce de double casquette où je fais de la télé, mais je suis très très branché numérique. Et c'est pour ça que je travaille à France Info depuis le départ. Après, effectivement, cette période de confinement, elle a fait un peu évoluer le travail de notre équipe, puisqu'on a eu une demande du 20h de participer au 20h, ce qui est très nouveau pour nous, donc ça fait 2 semaines qu'on s'y est mis. Et donc on fait effectivement pour le 20h une déclinaison de nos sujets pour cette grande messe du journalisme le soir. Et voilà, c'est nouveau pour nous et Et c'est juste assez très intéressant concrètement, à faire. tu peux nous raconter, ça s'est passé quoi pendant le week-end entre, de préparation du confinement, c'est ça? Alors en fait, moi je dirige une équipe qui faisait déjà Vrai ou Fake, qui faisait déjà
de la lutte contre les intox, mais qui faisait aussi plein d'autres choses. On faisait beaucoup de reportages pour France Info, par exemple. On travaillait beaucoup avec de l'infographie. Et on fait, voilà, on anime on a plein de métiers, si vous voulez, à France Info. Il se trouve que là, au moment du confinement, je me suis dit en quoi je peux être utile. Qu'est-ce que l'équipe peut faire le mieux et sur laquelle elle peut être efficace le plus rapidement. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai développement des intox. Au moment de ce début du confinement, on voyait bien qu'il y avait tout et n'importe quoi qui était raconté sur les réseaux sociaux. Et Et je avec me un suis vrai dit, impact sanitaire en plus. et en plus, voilà, je pense qu'en tant que journaliste du service public, j'ai senti qu'on avait un rôle à jouer et un rôle important parce qu'on s'est aperçu là concrètement que les intox, elles tuent au sens propre du terme. C'est plus une allégorie. Concrètement, des fausses informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux en ce moment, elles peuvent nous mener à l'hôpital. Donc je me suis dit, c'est sûrement là que je peux être le plus efficace avec mon équipe en ce moment. Donc du coup, j'ai réorienté le travail de toute l'équipe sur cette lutte contre les intox et on a été mis en confinement tout de suite. Donc du coup, je me suis dit comment je fais maintenant avec cette équipe pour réinventer un peu notre boulot, pour qu'on puisse travailler, mais je pensais pas aux 20 heures, hein, moi je pensais à France Info, à partir de chez nous. Et donc, je trouve qu'on a bien réussi, c'est que ça s'est fait en une journée. C'est-à-dire que un jour on était au boulot, on n'avait absolument jamais travaillé en télétravail. France Télévisions n'est pas habitué au télétravail. La télé, c'est pas vraiment quelque chose qui se fait en télétravail. Et du jour au lendemain, littéralement, on a monté ce petit projet qui est devenu plus gros de lutte contre les intox en télétravail. Qu'est-ce que Donc ça on est veut des dire fact-checkers maintenant en pratiquement télétravail. en termes de Ah bah ça veut tournage, dire en termes que de réalisation? ça veut dire qu'on fait toutes les étapes de fabrication qui normalement se font à la télé, on les fait à la maison. Donc par exemple, la première étape, c'est évidemment les conférences de rédaction. Les conférences de rédaction, dès le lendemain, on a commencé à les faire sur Skype, pas sur Zoom, enfin en gros c'est pareil. Donc conférence de rédac le matin, on choisit les thèmes, et ensuite toute la fabrication se fait à partir de chez nous. Donc les enregistrements, par exemple, quand vous faites une interview, nous, d'habitude, on va faire l'interview avec une caméra. Là, maintenant, toutes les interviews sont faites en Skype. Ça, on savait déjà le faire au bureau, sauf que maintenant, on le fait à partir de notre ordinateur perso. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait même pas d'ordinateur du bureau, c'est notre ordinateur perso, on a installé les logiciels qui nous permettent de faire des interviews, etc. Ensuite, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est dit, maintenant, il faut qu'on fasse des sujets, donc fabrique des sujets. La meilleure façon de la filmer, c'est de le faire avec des kits Mojo. Ça, Philippe, je ne vais pas t'apprendre ce que c'est qu'un kit Mojo parce que tu donnes des formations là-dessus, mais nous, du coup, on a réutilisé Il faut dire nos pour les iPhones gens au qui nous départ. écoutent et qui ne connaissent pas forcément le mot Mojo, mais c'est le kit pour filmer avec son smartphone qui comprend en général un micro additionnel pour avoir un bon son et éventuellement un pied pour mettre sa caméra de façon stable pour filmer, quoi. Voilà, en gros, c'est parce qu'à France Télé, nous, on utilise des grosses caméras, des gros micros, on a des ingé-sons même qui en général sont avec moi sur les tournages. Hein. On travaille jamais seul, on travaille en équipe. Et là, chez nous, on a réinstallé tout cet équipement qui normalement prend beaucoup de place et beaucoup de gens, on l'a fait seul. Donc, j'ai publié quelques photos sur les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez voir que maintenant, quand j'enregistre un sujet, je suis tout seul sur mon canapé avec mon kit Mojo. Donc, c'est-à-dire mon téléphone, mon iPhone qui est en mode selfie, mis sur une sorte de perche, qui est à la base une perche lumière, mais qu'on a trafiqué pour pouvoir accepter le téléphone. Et puis, pareil, j'ai une petite loupiote qu'on appelle une minette qui me sert de lumière d'appoint. Et je me suis installé un kit de son. Donc, j'ai un micro-cravate en filaire, pour ceux qui connaissent un peu le métier. Et ce micro-cravate, c'est quelque chose qui se branche par l'intermédiaire d'un kit iRig, donc c'est des choses qui sont spécialisées Techniquement, dans ça permet de l'utilisation brancher un micro XLR sur son smartphone, quoi. Voilà, donc en gros, l'idée c'est le matériel que vous avez tous à la maison, c'est le même que j'utilise quasiment moi pour tourner des sujets qui passent en ce moment aux 20h. Mais là, tout plus, le matériel que tu as utilisé, enfin que tu viens d'évoquer, est-ce que tu avais déjà tout ça chez toi ou est-ce qu'il a fallu quand même faire un petit effort de logistique pour toute l'équipe et pour équiper tout le monde? alors la chance qu'on a, nous, finalement, c'est que ça fait des années qu'on travaille avec ce genre de matériel. C'est-à-dire que moi, je travaille souvent avec des caméras classiques, mais il y a plein de moments où on avait déjà expérimenté de travailler chacun avec des kits Mojo, notamment dans les manifs, par exemple. Dans les manifs, nous, on trouve que c'est plus pratique de filmer avec des iPhones parce qu'on est plus discret, parce qu'on peut se faufiler, parce qu'on peut aller prendre ce qu'on appelle des sonores, mais en se rapprochant plus des gens et on intimide moins les gens qu'avec une grosse caméra.
Donc nous, ça fait des années qu'on travaille avec ce type de matériel et finalement, ça a été une chance dans ce moment où il a fallu se redéployer très rapidement parce que non seulement moi, mais toute l'équipe, on était capable on avait tous les rudiments pour utiliser ce kit téléphone, etc. Je pense que ça aurait pris beaucoup de temps pour une équipe classique de France Télé. Pour nous, c'était relativement naturel. Et au départ, non, on a commencé uniquement avec notre matos à nous. C'est-à-dire que moi, je tourne avec mon téléphone à moi et je monte avec mon ordinateur à moi. Là, on est en train de se professionnaliser un petit peu, c'est-à-dire qu'on est en train de récupérer du matos maison pour avoir des outils un peu plus performants, pour faire une meilleure image, pour monter de façon un peu plus pointue. Et en Mais un au mot, tu départ, peux ça a nous été raconter vraiment... justement c'est quoi ce petit cap que vous êtes en train de franchir pour faire la meilleure image possible à distance? Alors, sur l'image, on ne peut pas changer grand-chose parce qu'on tourne déjà, moi je tourne avec mon iPhone perso, mais les autres tournent avec des iPhones du boulot, mais qui sont des iPhone 11. On ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de qualité d'image avec un iPhone, on sait bien. En revanche, effectivement, je suis allé chercher au boulot des micro-cravates parce que le son c'est très important et au départ on travaillait simplement avec l'iPhone et le son de l'iPhone. Alors ça va, on entend, mais je veux dire qu'on commence à passer aux 20 heures, on attend quand même une qualité technique un peu meilleure. Donc là, on s'est équipé avec un micro qui nous permet même d'être assez loin de la caméra et même en m'éloignant du smartphone, j'arrive quand même à avoir une qualité correcte. Et puis après, sur la fabrication, au départ, on montait tout seul donc sur iMovie. Là maintenant, on fait des bout à bout sur iMovie. Ensuite, on les envoie au bureau et au bureau, ils rajoutent une couche graphique que nous, on ne pouvait pas faire. C'est-à-dire, nous, on aime bien en plus avoir du texte qui s'affiche, avoir de l'infographie un peu chiadée qui vient supporter le propos parce que comme on fait du fact-checking, on a des choses assez précises à expliquer et l'infographie, c'est utile. Et ça, évidemment, on n'est pas infographiste, on ne peut pas inventer, faire tous les métiers tout seul. Et ça, tous ces métiers-là d'infographie, etc., c'est des gens qui sont obligés d'être à la télé sur place ou pour du matos un peu compliqué ou c'est à nouveau des personnes qui sont chez elles? Non, non, tout le monde est en télétravail, y compris les infographistes. Donc on est uniquement, on se transfère des fichiers. Moi, je m'enregistre, je me filme, je fais un bout à bout de ce que j'ai fait moi. Je l'envoie au graphiste qui rajoute son infographie. Ça passe chez un monteur. Des fois, pour que le monteur ensuite agrège le tout, ou ça revient chez moi qui vais ensuite monter mon sujet. C'est vraiment tout à distance quasiment. Je crois qu'il reste ce qu'on appelle les synthés qui se mettent au bureau. Les synthés, c'est par exemple le nom des personnes qui parlent. Ça, on n'a pas encore les bonnes polices, mais on va les avoir, hein. On n'a pas encore les bons formats, donc on est obligé de le faire au bureau, mais c'est 1% du boulot. Donc là, on est à 4 semaines de confinement, bilan positif, quoi. Là, est-ce qu'il te manque quelque chose? Non, mais en fait, pour moi, bizarrement, professionnellement, le bilan est très très positif parce que, alors, évidemment, c'est une crise sanitaire terrible. Je la vis comme tout le monde. Le confinement, à titre personnel, me pèse. C'est pas une période qui est agréable à vivre. En On est revanche, bien d'accord professionnellement, c'est une période c'est une période de crise, c'est une période de transformation, violence. Et moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que dans les moments de transformation importante, il faut imaginer des nouveaux process très rapidement. Il faut changer son logiciel très rapidement. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, je pense que c'est une période qui, pour moi, je trouvais dynamique d'un point de vue travail parce que j'ai pu faire évoluer très rapidement des process, sachant que France Télé, c'est une grosse maison qui évolue très lentement. Et là, ça m'a donné l'opportunité de faire bouger la maison quelque part, beaucoup plus que j'aurais pu le faire. Moi, ça fait 4 ans que je suis à France Télé. J'avais très peu fait évoluer France Télé, hein, puisque je suis à un petit niveau dans France Télé, je suis un petit rouage. Mais là, en quelques semaines, on a quasiment tous les jours ou une fois tous les 2 jours un sujet entièrement filmé à la maison avec un téléphone qui passe aux 20 heures de France 2. Donc la révolution, elle est énorme. Alors je ne suis pas idiot et j'imagine bien qu'à la fin du confinement, le 20 heures avec cette machine beaucoup plus sophistiquée va se remettre en place et qu'on aura sûrement moins besoin d'équipe Mojo et heureusement. Mais en même temps, je pense que ça laissera une trace. Je pense que ça laissera une trace qui va faire des petits et je pense qu'on est sur une voie d'innovation qui est intéressante du coup. Alors, avant de se projeter vers l'avenir, on va revenir en arrière de quelques années. Avant de rejoindre France Télévisions, tu avais imaginé et lancé le programme Les Observateurs sur France 24, un programme qui très tôt s'est penché sur la lutte contre les fake news, déjà, mais aussi sur la production de vidéos par des amateurs avec des smartphones. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment tourner des images avec un téléphone portable.
Alors ça a l'air simple comme ça, mais il y a quelques petits conseils à avoir à l'esprit lorsque vous filmez un événement d'actualité pour ensuite l'envoyer à notre équipe de journalistes. Conseil numéro 1, filmez horizontalement. Lorsque vous tournez des images, pensez à tenir votre téléphone comme ceci. Pourquoi à l'horizontale? En fait, sur France 24, nous diffusons des images en 16/9, c'est-à-dire adaptées à la plupart des écrans de télévision. Si vous filmez verticalement, comme ça, eh bien votre image aura des bandes noires sur les côtés et sera donc plus petite. Horizontalement, ces bandes noires disparaissent et votre vidéo peut être utilisée en plein écran. On se connaît depuis un moment. Déjà, Julien, on a tous les deux bricolé très tôt sur le web. On s'est attiré des regards et des remarques pas franchement amicaux. Moi, plutôt en radio, toi en télé. Quand on récupérait, par exemple, des éléments sur le web, des vidéos produites par des amateurs pour les vérifier et les publier. Est-ce que cette expérience-là, vécue depuis des années, est-ce qu'elle t'a servi ces dernières semaines? Est-ce qu'elle te sert aujourd'hui? Ah bah énormément, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que si on a pu démarrer aussi rapidement un projet aussi biscornu, parce que c'est le cas, on travaille avec des techniques et des process qui, je pense, sont assez inédits en télé, surtout pour le 20h. Et si on a pu le faire, c'est principalement parce que ça fait 15 ans, moi, que je bricole. C'est-à-dire que j'ai toujours été un artisan et un bricoleur dans la télé. J'ai jamais fait les choses de façon... Traditionnel. comment dire, traditionnelle, parce que même de formation, moi je suis pas quelqu'un qui a une formation télé classique, donc en fait j'ai toujours été un peu à côté à bricoler. Dans les moments, on va dire, où tout se passe bien, les bricoleurs comme moi, on en a peut-être moins besoin, parce que tout roule et parce qu'il faut savoir gérer des grosses machines. Et je pense que Philippe, hein, on a à peu près le même profil, donc je pense que tu me comprendras là-dessus. Par contre, dans les moments où il faut aller très vite et où on sent qu'il y a un besoin de changement, bah là, le travail que tu as fait depuis 15 ans, d'être capable d'être habile et bricolé, et surtout d'avoir formé une équipe, parce que avec moi, il y a toute une équipe qui travaille, Lina, Lisa, Ben, Majid, bon, on est quand même une dizaine ou une douzaine qui travaillons là-dessus, et ben de les avoir quelque part formés à ça depuis des années, à cette agilité avec les outils techniques, et puis aussi à cette agilité intellectuelle, de se dire la porte est fermée, mais je vais rentrer par la fenêtre parce que j'ai cette idée, et de faire des croisements entre les différents univers, c'est-à-dire que je vois comment les youtubeurs font, je vois comment les mecs ils font sur Facebook, bah ça reste dans mon périmètre à moi, et le jour où j'ai besoin de dégainer une idée, mais concrètement pour la télé, je vais aller la chercher dans d'autres univers. Voilà, je crois que la force en fait de l'équipe qu'on a, c'est qu'on est capable d'aller chercher des idées ailleurs, pas seulement dans notre univers très Tu peux restreint nous de la donner un télé. exemple là dans les sujets que vous avez fait? Ah bah, c'est tout simple. Les sujets que tu vois aux 20h, c'est des face cam, donc des gens qui parlent face à la caméra et qui expliquent des choses en alternant très vite avec du in, donc de la vidéo qui vient rentrer, ensuite des infographies, et c'est monté en ce qu'on appelle en jump cut, c'est-à-dire on cherche pas à faire du plan d'illustration qui vient cacher, etc. Ça, c'est quelque chose qui est c'est YouTube. L'inspiration à la base, c'est les youtubeurs qui ont apporté ça, je pense, beaucoup mieux que la télé. La télé, on était à La à télé la avait ramasse. peur des faux raccords et tout ça, oui, oui, Exactement. Nous, on raccords est dans l'axe, ouais. donc cette façon de parler face à la caméra et de pas hésiter effectivement à couper très rapidement dans le truc, et de pas chercher forcément euh, à, quand quelqu'un te parle pendant 2-3 minutes mais t'explique les choses clairement et avec une vraie c'est très rare en télé en fait. En télé, un sujet télé c'est toujours construit pareil. C'est des sonores, des images d'illustration, puis un commentaire sur image de la personne, ça fonctionne toujours pareil. Et là de dire, ben non, je vais vous mettre 2 minutes 30 de quelqu'un qui parle face à une caméra, avec de l'illustration qui va apparaître à droite, à gauche, etc., et des sonores qui vont arriver au milieu, ça c'est pas vraiment quelque chose qui se fait en télé. C'est quelque chose qui vient clairement des réseaux sociaux. Quelles sont les compétences, si on devait essayer de les identifier, de l'équipe dont tu nous as parlé, qui se sont révélées particulièrement utiles et critiques dans cette période de confinement? Je pense que déjà, c'est que des journalistes qui ont. Enfin, je suis le seul à pas avoir fait d'école de journalisme. Donc, c'est-à-dire que moi, bizarrement, moi, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un IEP, mais par contre, j'ai pas fait d'école de journalisme. Moi, je suis un pur bricoleur, hein. Tous les autres de l'équipe sont des journalistes qui ont une formation classique, ESJ, école de journalisme, etc. Donc, ils Je sont tous confirme, capables j'en de ai faire vu un passer sujet. quelques-uns quand j'enseignais dans les écoles de journalisme.
T'as dû en former certains. Bon. Donc c'est tous des journalistes. Mais par contre, la couche qu'ils ont acquis en plus en bossant, je pense aussi avec moi, c'est que ils ont tous développé. Moi, je peux pas avoir quelqu'un dans l'équipe qui a une aversion pour la technique. C'est-à-dire quelqu'un qui me dit, moi, je suis uniquement rédacteur, donc le techos c'est le mec à côté qui prend le son, le techos c'est le mec qui filme, et moi, je ne touche qu'à l'éditorial parce que je suis un journaliste uniquement éditorial. Moi, il m'intéresse pas parce que je fais pas de, comment dire, on peut être excellent dans l'éditorial et en même temps toucher un peu à tout, ça va pas te rendre moins bon d'être capable de se servir d'un smartphone. Et puis c'est une erreur historique. Les journalistes, le métier de journaliste a toujours été lié avec la maîtrise de dispositifs techniques, quels qu'ils soient, au fil des siècles, pour arriver à diffuser son travail. Ouais, mais je pense qu'on s'en était un peu éloigné. On a fait comme si la technique c'était devenu un truc à part et nous on n'était plus là-dedans, on est même dans l'image. Bon, en gros, il faut maîtriser son image et puis le reste devient moins important. Et donc moi je travaille pas avec des gens qui sont bloqués là-dessus. Donc déjà ce qui nous a aidé, c'est que tous, quand j'ai dit bon les gars, on va tous se filmer avec son smartphone, on va tous se monter la vidéo et on va bricoler pour y arriver, ben personne m'a dit ah non moi je fais pas ça. Et Dieu sait qu'il y a plein d'endroits où on m'aurait fait cette réflexion en me disant moi je suis journaliste et je suis pas monteur et je suis pas cadreur et je suis pas. Voilà, nous évidemment que on n'est pas aussi bon dans les aspects techniques, sur la prise de son, on n'est évidemment pas au niveau d'un preneur de son. Dans la prise de vue, on est moins bon qu'un quelqu'un qui nous cadrerait vraiment bien. En monteur, on est moins performant qu'un très bon monteur, évidemment. Par contre, on est capable de toucher un peu à tout. Et donc, il faut pas se leurrer, je veux dire, sur des sujets de 2 minutes, on est quand même sur des choses, on fait pas du documentaire, on serait pas capable de faire du documentaire en prenant tous les métiers comme ça. Mais sur des sujets de 2 minutes, on s'aperçoit qu'on arrive quand même à faire la blague. Voilà, pour l'instant. Et le fait d'avoir aussi longtemps travaillé avec des contributions amateurs, est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui te sert aujourd'hui ? Le fait de travailler avec des amateurs, ça m'a permis déjà de me familiariser avec cette image amateur. L'image amateur, c'est un matériau brut qui n'était pas tellement utilisé. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans. Donc il y a 15 ans, c'était très peu utilisé. J'ai été un des premiers à utiliser ça, notamment avec Philippe, parce que Philippe était aussi dans ses précurseurs à se dire tiens, il y a du matériau intéressant, il faut s'en saisir. Et donc les choses que j'ai apprises grâce à ça, c'est déjà des trucs tout bêtes, c'est comment tu récupères une image sur internet, comment tu la mets sur un banc de montage, des choses très techniques. Voilà, on sait faire ça nous paraît, c'est dans la gymnastique normale. Et puis après, comment tu la vérifies, l'image ? C'est-à-dire que j'ai commencé comme ça, moi, le fact-checking, c'est que j'avais des images, je voulais les passer à l'antenne, mais je pouvais pas les passer tant que je les avais pas vérifiées. Moi, j'ai attaqué le fact-checking d'un point de vue très pratique. Il fallait que je fact-check, je vérifie pour pouvoir passer à l'antenne. Et donc, ça, effectivement, en ce moment où on est en confinement, et on voit passer toutes ces images qui circulent sur les réseaux sociaux, et moi c'est dans mon ADN de les prendre, de les récupérer, de me dire qu'est-ce que je peux en faire, comment je les utilise, etc. Donc oui, c'est vraiment la continuité du travail que j'ai fait avec les observateurs, complètement. On va écouter un autre extrait sonore d'une innovation de France Télévisions depuis le début du confinement. Alors, on aurait pu raconter ou faire écouter un petit peu la mutation de France 4 en chaîne d'éducation pour les plus jeunes. Mais on va écouter une émission de sport à la maison baptisée #Rester en forme. Salut, au programme du jour, c'est du lourd. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde, petits et grands, avec Amadou, coach sportif. Salut à tous. On a aussi Lénie, qui a 8 ans et demi, et son papa Christophe, qui nous attendent à Villiers-sur-Marne. Comment ça va, les gars ? Ça va. Bon, vous êtes entraînés, vous faites du sport régulièrement ? Oui. Ok, on me dit qu'il y a Lénie qui fait du tennis et Christophe qui court régulièrement, c'est ça ? Et du foot aussi un peu. Ah, génial. Et puis nous accueillons aussi à distance la meilleure joueuse du monde de rugby. En 2018, Jessie Trémoulière. Salut Jessie. Bonjour tout le monde. Ouais, t'as l'air en pleine forme. Alors tu es où ? En Auvergne à la ferme, c'est ça ?
Exactement, dans ma campagne où mon papa est agriculteur, donc je l'aide sur l'exploitation et entre-temps je fais mes cours de sport aussi. Donc c'est avec plaisir que je partage ce cours avec vous. Eh bien aussi, on est très content de t'avoir avec nous pour une séance de cuisse abdos fessiers. On est parti ? C'est parti pour l'échauffement. Est-ce que tu crois, Julien, que pour France Télé aussi, c'est une sorte d'échauffement, cette crise finalement? C'est-à-dire en fait que ça va être peut-être un accélérateur pour changer un certain nombre de choses. Tu as commencé un petit peu tout à l'heure à en parler. Comment tu vois les choses après? Donc je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Une fois sorti du confinement, une fois les moyens de France Télé remis en route, les camions, les salles de montage, les studios, on a la Rolls-Royce à ce niveau-là, mais tant mieux, on a vraiment des équipements et tous les process techniques qui sont très rodés, très bien faits, qui permettent d'avoir une qualité qui est la qualité du 20h et qui est quand même assez inégalée en France. Une fois qu'on sera sorti du confinement, ça va revenir. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir travailler comme avant, de façon aussi artisanale probablement. Mais ceci dit, moi je pense que ce que je dis, c'est que je pense que c'est une graine. C'est-à-dire que la graine, elle est là, elle est plantée. La graine, elle n'était pas là jusqu'à... Moi j'étais une graine qui était hors sol. Voilà, j'étais les tomates hors sol bio de Bretagne. Maintenant c'est fini, cette graine, elle est plantée. Parce que le 20h nous a fait rentrer dans le sol. Alors, forcément, dans un moment, on va vivre un recul. On a pris une place pendant le confinement qui était importante parce que, quelque part, on n'avait pas le choix. Là, il y aura un recul après la sortie du confinement, c'est sûr. Mais la graine, elle est là et je pense que ça va faire réfléchir des gens. Si on prend par exemple la question du télétravail, là, je sors du domaine du journalisme un peu. La télé n'est pas faite pour faire du télétravail. Et nous, il y a encore un mois, la règle, c'était de dire non, le télétravail, c'est pas pour nous, absolument pas. Et bien là, encore une fois, la graine, elle est là. On a bien vu qu'on pouvait faire des choses en télétravail. Donc ça va continuer. Et qui dit télétravail dit qu'on va créer de la fluidité dans les façons de travailler. Là, pour l'instant, moi, ça c'est ma vision à moi, je trouve qu'on voit la télé par un spectre beaucoup trop réduit. Parce qu'on n'imagine pas en dehors de ce spectre qui est celui de, voilà, le 20h a toujours travaillé comme ça, et les innovations sont à la marge. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, il faut vraiment ouvrir ce spectre très très large, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Voilà, donc ça ne va pas se faire en 2 minutes, mais moi, je suis persuadé que cette période de crise, elle aura ce bon côté, c'est qu'elle a forcé plein de gens à réaliser qu'il y avait des process agiles qui permettaient quand même d'avoir une qualité correcte. Pour te pousser un peu plus dans tes retranchements, qu'est-ce qu'il faudrait garder véritablement de ce moment du confinement lorsqu'on en sortira? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on imagine les formats différemment. C'est-à-dire que pour l'instant, un 20h, mais comme une chaîne info dans laquelle je suis, fonctionne avec 3-4 formats. Donc, nous, par exemple, si je prends France Info, on a le sujet télé classique avec un sonore, avec des images d'illustres, et avec du com sur image. Et ensuite, on a un intervenant en plateau qui fait une chronique. Une chronique, c'est toujours la même chose. C'est je parle, j'ai des images qui apparaissent pendant que je parle, tac, tac. Et nous, à France Info, on a inventé un nouveau format. On a un hub, donc quelqu'un qui se retrouve face à un grand écran. Et face à ce grand écran, il va pouvoir le toucher parce que c'est un écran tactile. Bon. Donc on a 4-5 formats. Voilà. Et je pense que là, on est en train de montrer qu'on peut créer beaucoup plus rapidement des formats qui s'adaptent à ce que les gens voient déjà sur les réseaux auxquels ils sont habitués et qui permettent de se différencier des autres. Et ces formats, il faut pas les faire évoluer une fois tous les 5 ans, il faut toute l'année tester des choses. Moi, je pense qu'il faut expérimenter des choses et pas avoir peur de casser les codes pendant l'année. Là, nous, on est sur un fonctionnement de saison. C'est-à-dire que j'ai mes formats, et puis à la fin de la première saison, je fais un bilan, je teste. Je ne dis pas qu'on peut se permettre avec le 20h de tout péter tout le temps, évidemment. Et en plus, c'est pas mon rôle. Je suis pas rédacteur en chef je suis pas en responsabilité à ce niveau-là. J'espère juste que ça va montrer qu'on peut évoluer un tout petit peu plus rapidement et qu'on peut prendre un peu de risques, quoi. Voilà. Si on doit résumer, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu plus de risques parce qu'il y a moyen de faire des choses, des paris qui fonctionnent. Moi, j'y crois. Voilà. Est-ce que les acquis, les compétences mises en œuvre par ton équipe, est-ce que vous en faites profiter les autres en interne sous forme de formation ou de partage d'expérience? Non, pour l'instant, on est dans la phase de production, donc il a fallu qu'on se réoriente très rapidement pour produire. Donc là, moi, tous les jours, on produit des sujets qui passent à la télé et sur les réseaux. Et je pense que la deuxième phase, ça va être ensuite faire un bilan de notre expérience et qu'est-ce qu'on peut transmettre de ce qu'on a appris.
Pour l'instant, on ne nous a pas vraiment demandé de participer. On a fait un peu de formation, bon, mais c'était à la marge. Mais je pense que j'aimerais bien, moi, en tout cas, qu'à la sortie du confinement, effectivement, on se pose la question de qu'est-ce que l'équipe pourrait apporter au reste de France Télé. Et si les gens pensent qu'on peut apporter des choses, moi, je serais ravi de mettre à contribution. Ouais. Et du côté de France Info Télé, pour terminer là-dessus, puisque c'est quand même, tu as vécu toute cette expérience, ça va faire 4 ans le 1er septembre, je crois, enfin tout début septembre. Qu'est-ce que toi tu as vraiment envie de développer? Alors tu parlais d'un processus d'innovation, mais est-ce que tu as une ou deux idées fortes qui te semblent aujourd'hui sur l'expérience de ces 4 ans de voir et pouvoir prendre de l'ampleur? Alors, j'ai plein d'envies, donc c'est compliqué pour moi. Chez un Philippe, pareil, on se connaît depuis longtemps. C'est compliqué pour moi de dire j'ai envie de faire ça et je veux faire que ça. Moi, je suis un touche-à-tout et je m'ennuie vite, donc j'ai envie de faire plein de choses. Mais clairement, ce qui m'excite le plus, c'est à la fois, effectivement, je trouve génial d'avoir pu à la fois bricoler sur les réseaux et créer très rapidement des nouveaux formats sur les réseaux et de bosser, par exemple, on bosse avec le Slash. Je ne sais pas si vous connaissez Slash. Slash, c'est un programme très, très branché jeunesse et c'est uniquement basé sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que la marge de créativité, elle est absolument énorme. Avec des moyens très limités, il faut le dire. Bah, ouais, alors il y a quand même de l'argent qui est mis dans l'achat de programmes, etc. Non, mais pour la production, pour les productions qu'ils font, les moyens sont quand même oui, limités. Enfin, par rapport à la télé, on n'est pas du tout sur le même genre de moyens. Bien sûr, c'est même pour ça que je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de déclencher des sommes énormes pour avoir des résultats dans 8 mois. On peut déclencher par tronçon en disant bah, on teste ça, ça marche pas, on s'adapte, on fait autre chose. C'est pas du tout une logique télé, c'est une logique du coup qui donne beaucoup plus de place à l'innovation. Parce qu'on n'est pas sur des enjeux aussi importants que si tu te plantes sur une émission qui passe à 21h, alors là, c'est une catastrophe. Donc, tu peux pas non plus tout tenter. Alors que sur le numérique, tu peux tenter, te planter, reprendre 3 semaines après, faire un peu différent. Donc moi, ça m'excite beaucoup. Et dans le même style, j'ai adoré, en ce moment, j'ai lancé des petits Facebook Live le soir, où en fait, je discute avec Switcher Go, ou Switcher Studio, je crois que ça s'appelle maintenant. Switcher Studio, ouais. Qui est une Switcher petite Studio, appli très bien pour faire du live en solo. Voilà, donc du coup, le soir, ça c'était avant le 20h. Mais je crois que parce que là, Switcher avec le 20h, Go, j'ai un elle peu est de mal. plus téléchargeable maintenant. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent Non, s'ils la cherchent. Elle est plus disponible, je crois, sur le Apple Store. Ils ont remplacé par Switcher Studio uniquement. Switcher Go n'existe c'est plus. ça, Ouais. c'est ça. Donc Switcher Studio, moi je ne savais pas m'en servir, hein, j'avais jamais touché, mais j'ai demandé à mes collègues que tu connais aussi, hein, avec les gens qui sont un peu dans l'innovation comme ça, de leur dire voilà, je voudrais faire des Facebook Live, mais j'ai envie de le faire avec mes collègues et j'ai envie qu'il y ait plusieurs personnes qui participent à ce Facebook Live, pas seulement moi. Donc ils m'ont dit essaye Switcher Studio. J'ai mis les mains dedans. Pour ceux qui ont regardé les premières expérimentations, je me suis pas mal planté, c'est-à-dire que techniquement c'était pas bon du tout. Je switchais mal parce que on fait la réalisation soi-même, c'est-à-dire que pendant que tu parles et que tu expliques des choses et que tu fais un peu anchorman, il faut que en plus tu fasses la réalisation sur ta tablette. Tu sais, on l'a utilisé il y a 4 ans pour faire la retransmission de la fête de la musique en live avec des reporters partout en France. Donc je vois bien de quoi tu parles. Bon, alors du coup, moi, j'ai pas été très bon au départ. J'ai fait des bêtises dans tous les sens. Du coup, les premières minutes étaient toujours un peu apocalyptiques. Mais sur le fond, je me suis éclaté parce que t'as tout dans les mains. C'est-à-dire que t'as ta tablette, tu fais la réalisation toi-même, tu passes la parole aux gens. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire que je peux dire, Sylvie, vous avez posé telle question, et ben, je pose la question à Linlan qui est avec moi, et j'ai la main sur tout. Donc, bon. Alors après, techniquement, c'est encore une fois pas terrible, mais éditorialement, c'était passionnant parce qu'il y avait la discussion avec mes collègues, il y avait la discussion avec l'audience. On voyait tout de suite comment les gens réagissaient et je me suis éclaté à faire ça. Bon. Et ce que je trouve passionnant, encore une fois, et me demandez pas de faire le choix entre les différentes choses parce que je sais pas faire les choix. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré bosser sur des choses numériques entièrement et très novatrices. Et j'adore aussi aider, si je le peux, le 20h à évoluer un petit peu,
à ma mesure, parce que j'ai pas la prétention de faire évoluer le 20h, c'est une institution, mais au moins d'apporter quelque chose aux 20h qu'ils n'avaient pas. Moi, faire tout ça ensemble, je m'éclate. Et c'est vrai qu'encore une fois, souvent les gens me disent, mais tu veux faire quoi, tu préfères faire quoi? Tu veux être rédacteur en chef numérique? Tu veux présenter une émission télé? Je raisonne pas comme ça. Je raisonne à un moment donné, qu'est-ce qui me semble le plus efficace, qu'est-ce qui marche le mieux, et si je peux tout faire, je fais tout. Voilà. C'est une excellente conclusion. Merci beaucoup, Julien Pin, d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast où nous étions chacun dans notre lieu de confinement. Merci Julien d'avoir participé à vous de cet m'avoir reçu. épisode d'Aparté, qui est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Salut Philippe. Salut Jean-Baptiste, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation média. Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale. Qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Et samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. En partenariat avec Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias. Un podcast créé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. À la technique, Raphaël Belon. Design graphique, Benjamin Leble. Communication, Laurie Lejeune. Générique et habillage sonore, Boris Leble.